Quelles sont les conséquences à long terme de la surconsommation d'engrais? Qu'est-ce qui se passe au bout de la chaîne? Eh bien, si l'excès d'engrais entraîne le recul de la diversité des espèces végétales, cela se traduit forcément par un recul de la diversité des espèces animales, qui effectuent un travail dont nous dépendons entièrement. Cela va de la pollinisation des fleurs au stockage de carbone dans les sols. Ce qui signifie pour le sol? On peut dire qu'il perd en qualité, puisque la biodiversité de la Terre elle-même recule et que des espèces disparaissent. Ça entraîne l'arrêt d'un certain nombre de processus qui dépendent de ces animaux et micro-organismes et dont la Terre a besoin pour se régénérer. Ok, donc pour le moment, nous avons vu qu'il est préférable d'avoir un pré dont la biodiversité est riche, plutôt qu'un pré qui a été appauvri par les engrais. Mais ça, c'est vu d'en haut. Maintenant, voyons voir ce que ça donne vu d'en bas, car sous l'herbe, il se passe tout un tas de choses. Quoi? C'est ce que nous allons découvrir à l'aide d'un échantillon que nous allons prélever dans le sol. Allez Gunnar, du nerf. N'oubliez pas qu'il va falloir le ressortir. Viens là! C'est bon. Mon Dieu, Allez, on démoule! Bien. super. Ça m'a l'air pas mal du tout. Merci beaucoup. Nous avons envoyé les échantillons des deux sols en laboratoire. En toute logique, il devrait y avoir plus d'animaux dans le sol où la biodiversité est riche. Nous allons voir maintenant si cela se vérifie scientifiquement. En principe, c'est dans le sol qu'on trouve la plus grande quantité d'espèces animales. C'est la partie la plus densément peuplée du pré. Mais pour l'instant, on ne voit pas grand monde. Pour faire sortir les animaux, les chercheurs ont recours à une méthode un peu particulière. Ce petit grillage placé au-dessus de l'échantillon produit de la chaleur, ce qui fait fuir les animaux vers le bas, où ils sont récupérés sur un plateau. Après plusieurs heures, on ouvre la boîte. Effectivement, on constate que les animaux se sont réfugiés là où on les attendait. Les animaux qui peuplent le sol participent tous, à leur manière, à la formation de l'humus, c'est-à-dire à la diversité du sol. Par exemple, les lombrics creusent des galeries qui rendent la terre meuble et permettent à l'eau de pluie de s'infiltrer. Les arthropodes se nourrissent notamment de lombrics et de colamboles et leurs déjections nourrissent le sol. Les cloportes, eux, broient différents biomatériaux. On trouve aussi des larves de hannetons qu'on qualifie souvent de nuisibles. Mais leur voracité et donc leur déjection enrichissent aussi le sol de minéraux. Et les oiseaux raffolent de ces larves. Les colamboles ne mesurent que quelques millimètres, il faut un microscope pour les observer. Ils rongent et broient des matières organiques. Lorsqu'ils meurent, leur décomposition fournit de l'azote aux racines des plantes qui s'en servent pour leur croissance. Une fois de plus, le résultat est clair. Le sol en monoculture est pauvre en espèces animales, mais le sol dans lequel la biodiversité a été favorisée est plein de vie, ce qui n'empêche pas ses habitants d'être également menacés. Ce n'est pas l'utilisation du lisier ou du fumier qui explique cette différence, mais l'ajout d'azote supplémentaire présent dans les engrais artificiels. Il participe à l'extinction des espèces vivantes et empêche la croissance des champignons et des racines, ce qui a des conséquences importantes. Vous avez ici un sol qui provient d'un pré pauvre en biodiversité. On peut voir qu'il est très friable. Cela signifie qu'il n'est pas maintenu par des réseaux de racines. Mais lorsqu'on regarde cet échantillon-ci, qui lui provient d'un pré très riche en espèces végétales, on voit qu'il est beaucoup plus stable, car l'entrelac des racines et micro-champignons le rend solide. Une expérience simple à réaliser consiste à verser de grandes quantités d'eau pour évaluer cette stabilité. Dans le sol riche, l'eau passe, mais la terre ne bouge pas. Dans le sol pauvre, on constate que la terre est emportée par l'eau qu'on y verse. C'est exactement ce que les chercheurs ont constaté sur leur parcelle expérimentale après la crue centennale de 2013. Si les sols pauvres ont eu tant de mal à se régénérer, c'est qu'ils avaient subi une forte érosion, ce qui n'était pas le cas pour les prés dits riches. Encore un argument de poids contre les monocultures et en faveur de cette biodiversité dont nous profitons tous.